Et c'est parti pour le nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal de l'économie, le Sénégal, dont les indicateurs de croissance sont au vert, le pays vise 7% de croissance en 2018. La crise économique qui affecte le Nigeria et l'Afrique du Sud impacte la croissance en Afrique subsaharienne. Le FMI a abaissé à 1,6% ses prévisions pour la région. La baie de Cocody à Abidjan sera bientôt aménagée. Les autorités ivoiriennes entendent mobiliser 468 millions de dollars pour le projet. Les indicateurs de croissance annoncent de bonnes perspectives pour l'année 2016 au Sénégal. 2 années donc après le lancement du plan Sénégal émergent, la croissance du pays progresse selon les prévisions des autorités sénégalaises qui, il faut le rappeler, se sont fixées pour objectif d'atteindre une croissance de 7% en 2018. Plus de précisions dans ce reportage signé de notre correspondant à Dakar. Les indicateurs de croissance du Sénégal ont affiché le vert en 2015. Cette performance a permis au Sénégal de renouer avec une croissance soutenue de 6,5%. Sa bonne santé économique, le pays la doit à la rationalisation de ses dépenses publiques et surtout à la réduction de son déficit budgétaire. En 2015, le Sénégal a réduit son déficit budgétaire de 6,7% à 4,7%, soit de 2 points. Pour 2016, les autorités tablent sur une croissance de 6,6%. À mi-parcours, les indicateurs sont déjà favorables. À travers les premiers résultats des 5 premiers mois, où la croissance moyenne est de 6,4%, je pense que les services de la DPE vont revenir là-dessus. Là aussi, nous ne l'avons pas eu depuis plus de 10 ans. En général, sur les premiers trimestres, nous avions des croissances très faibles qui tournaient autour de 3 et de 4%. Mais là, nous sommes sur une croissance hors secteur agricole de 6,4%. Les pays comptent sur un secteur secondaire dynamique, tout comme le secteur tertiaire avec les services financiers, les télécoms et le tourisme, qui a affiché des résultats encourageants sur les premiers trimestres. Les attentes se focalisent également sur le secteur primaire, surtout avec la politique d'autosuffisance en riz, qui devrait doper la production agricole. Bien que optimistes, les autorités sénégalaises craignent tout de même certains risques qui peuvent affecter les prévisions de croissance. Dans l'environnement international, parce que nous, on ne vit pas en autarcie. Nous commerçons, nous développons des activités avec les autres. Si ces autres ont effectivement des problèmes, cela peut également avoir un impact sur les projections. Et au plan interne, je disais que les risques que nous avons, c'est qu'on a programmé des projets à mettre en œuvre dans une certaine diligence. Si on enregistre des retards significatifs dans la mise en œuvre des projets, cela également peut affecter les projections. Le Sénégal est considéré aujourd'hui comme l'une des économies les plus résilientes, présentant des perspectives de croissance les plus élevées en Afrique. L'objectif du pays est de maintenir sa croissance au rythme actuel. Si tout va pour le mieux pour le Sénégal, au niveau de l'Afrique subsaharienne en général, ce n'est pas le cas. Le Fonds monétaire international FMI a nettement abaissé ses prévisions de croissance pour 2016. À l'origine de cet abaissement, les performances décevantes du Nigeria et de l'Afrique du Sud, les 2 principales économies de la région. Selon le FMI, l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer une croissance économique de 1,6% cette année, 2016 donc, ce qui marque un net recul de 1,4 points par rapport aux précédentes prévisions publiées en avril dernier et un ralentissement spectaculaire par rapport à 2015 où le taux était de 3,3%. Pour le FMI, cette baisse du régime des économies situées au sud du Sahara pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la lutte contre la pauvreté. Et puis au cours des 2 prochaines années, la production d'anacarde devrait connaître une hausse de 30% au Nigeria, ce qui devrait générer un revenu de 200 millions de dollars. Cette performance sera induite notamment par les efforts déployés par le pays
pour l'installation de plantations additionnelles, la distribution de semences améliorées et la formation à de meilleures pratiques agricoles. De quoi donc mieux développer la chaîne de valeur de la noix de cajou tout en améliorant la qualité de l'anacarde nigériane. Notons que le Nigeria est le 4e producteur africain et numéro 7 mondial d'anacarde. Il exporte l'essentiel de sa production vers l'Inde et le Vietnam. Il faut dire que si la filière anacarde semble avoir de beaux jours devant elle au Nigeria, la lutte contre la corruption par contre demeure un casse-tête pour les gouverneurs de certains États du pays. Ces derniers s'activent au mieux pour ramener et restaurer la confiance entre les investisseurs et l'État nigérien. L'État de Lagos, dans le sud du Nigeria, a décidé de passer un coup de balai pour assainir le monde des affaires. Suite aux différentes plaintes des chefs d'entreprise, tant locaux qu'étrangers exerçant dans la ville mégalopole, faisant face à des raquettes, le pourboire pour un service rendu, tout un chapelet de doléances transmis à l'équipe dirigée par le gouverneur Akiwumi Ambode, qui, depuis son arrivée à la tête de cette ville, a promis de faire de l'excellence et la compétitivité son domaine de prédilection tout au long de son mandat. Lagos, la cité qui se développe de jour en jour, a besoin d'un partenariat sain et gagnant. Tels sont les propos du docteur Samuel Adejare, chargé des affaires et de l'environnement de l'État de Lagos, lors de la rencontre avec le MAN, le Nigerian Manufacturing Association, entendez par là l'association des entreprises ou sociétés du Nigeria. L'État fédéral nigérian, depuis quelques années, confronté aux problèmes d'insécurité nés de l'insurrection de la secte Boko Haram dans la partie nord, a vu beaucoup de ses partenaires et sociétés exerçant dans certaines parties du pays fuir. Départ qui n'est pas sans conséquences, tant dans le domaine économique que social. Le tissu social fragilisé, l'économie à l'abandon, la corruption aux aguets, plusieurs mots auxquels les autorités ont décidé vaille que vaille de trouver une solution. Faciliter la création des entreprises, une autre tâche que l'État de Lagos entend mettre en œuvre pour faire entrer des sous et faire asseoir une économie chancelante. Ceci ne sera possible que si et seulement si les partenaires et décideurs approuvent les différentes propositions émises par les autorités de la ville de Lagos. Depuis ce mardi, la Côte d'Ivoire accueille une table ronde des bailleurs de fonds organisée avec l'appui du Maroc. Objectif, mobiliser 468 millions de dollars devant servir au financement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody à Abidjan. Dans ce cadre, des bailleurs de fonds issus principalement du Golfe arabe sont présents dans le pays. Il s'agit entre autres des fonds saoudiens et koweïtiens, la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique, sans oublier la Banque islamique de développement et le Fonds d'Abu Dhabi. L'Alliance Action Afrique et l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza s'engagent au Bénin dans un partenariat destiné à former des créateurs de richesse. Ce partenariat signé mardi ouvre un circuit de formation et d'accompagnement en entrepreneuriat entre la France et le Bénin. Suivons pour plus de précisions les responsables des deux structures. Pour Esperanza, il y a pouvoir bénéficier de l'appui de chefs d'entreprise qui ont des expériences, eux, en tant que chefs d'entreprise et qui pourront apporter le rapport aux étudiants. Donc ça, c'est un premier, je dirais, c'est un premier rapport pour les étudiants. Pour Esperanza aussi, pouvoir ouvrir le spectre et le périmètre auprès d'entrepreneurs aussi français, et aussi la possibilité de nouer des liens avec des écoles de commerce en France pour pouvoir faire des échanges de bonnes pratiques. Donc nous, on leur apporte ça. Et eux nous apportent aussi la vision, enfin c'est un échange de vision et d'action, parce que les entrepreneurs français ont aussi besoin on apprend l'un et l'autre. On n'est pas là pour apporter, nous, l'Europe, ou la France à l'Afrique. C'est aussi le regard, c'est l'Afrique nous apporte et nous, on apporte. Donc, on a deux mondes qui se rejoignent. Avec ça, nous aurons des bourses, offertes par l'Alliance et à travers le parrainage d'entrepreneurs français. Ça, c'est d'abord ça.
nous allons également avoir ces entrepreneurs qui vont venir ici, dans le cadre de l'exercice, et nous allons les accueillir sur notre émission télévisée, Secret de prospérité. Donc, ça, c'est important pour nous d'avoir ces chefs d'entreprise qui viennent partager leur expérience sur le plateau de Secret de prospérité, parce qu'au Bénin, les gens en ont peur. Enfin, ils vont en même temps profiter pour ouvrir le cercle des créateurs de la richesse, agrandir cela. Nous allons avoir de plus en plus d'incubateurs d'entreprises, n'est-ce pas, au sein de l'école, et ces chefs d'entreprise vont nous aider à les développer sur place. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est tout de suite. Et nous retrouvons Kazmi Pédio, notre chroniqueur. Bonjour Kazmir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Sahel, notamment les échanges transfrontaliers dans cette région. Alors, à combien évaluez-vous le potentiel économique, justement, du Sahel? Le Sahel, aujourd'hui, regorge de potentiel tant au niveau de la production agricole qu'au niveau de l'agro-pastoral et aussi au niveau de la consommation. Parce que le Sahel, lorsque vous prenez le Sahel, aujourd'hui, ça fait 10 pays africains, plus les 4 autres de la côte de l'Afrique. Au total, vous avez une population d'environ 300-350 millions d'habitants avec le Grand Nigeria, il faut le préciser, où aujourd'hui ça avoisine déjà les 200 millions d'habitants. Alors lorsque vous prenez ce potentiel, c'est forcément une masse très critique qui pourra consommer la production agricole au niveau de ce pays. Alors au niveau du Sahel, donc, on dispose de 4 pays qui travaillent pour nourrir le reste, l'ensemble, à savoir le Niger, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, qui aujourd'hui disposent quand même de ressources agricoles pouvant permettre à tout le Sahel de pouvoir s'alimenter. Et il y a un certain nombre de produits, 14 au total, qui ont été retenus pour être valorisés, pour permettre quand même la sécurité alimentaire et aussi l'intégration économique au niveau du Sahel. Et donc voilà un peu le potentiel, si on ose parler ainsi en bref résumé. Vous avez évoqué 14 produits qui se distinguent, mais il y en a 2 qui sont en avant, notamment l'oignon et le sésame. Bien sûr, Inès, l'oignon et le sésame aujourd'hui représentent un potentiel pour le Sahel, en ce sens que déjà l'oignon retient l'attention de la production agricole au niveau du Sahel. L'oignon, les 4 pays dont je viens de citer produisent en abondance donc l'oignon, et l'oignon a également besoin parfois un peu de la sécheresse, si j'ose parler ainsi, pour sa production. L'humidité c'est bon, mais également la sécheresse permet donc à ce produit de mieux se développer. Et l'oignon peut se produire aujourd'hui dans du sable. Donc la partie sahélienne profite bien donc à cette production. Et je crois que les producteurs dans ces 4 pays-là ont compris. L'État également, les États, j'allais dire, ont compris également qu'il faut promouvoir donc cette production. Et aujourd'hui, les 4 pays en eux seuls produisent environ 2 millions 5 de tonnes par an d'oignons. Pour un besoin 2 fois plus, vous comprenez forcément qu'il reste beaucoup à faire. Mais déjà, il faut encourager les initiatives dans le secteur, dans le domaine. Et qu'en est-il du sésame? Le sésame, lui, n'est pas trop produit en ce sens-là que ce n'est pas trop un produit qui intéresse parce que sa consommation laisse à désirer. Et il faut préciser que le sésame aujourd'hui est un produit très prisé au niveau donc, des populations, au niveau de la consommation. Et quand vous prenez l'oignon et le sésame, en période de soudure, c'est 2 produits qui viennent juguler la crise alimentaire. Et donc ces 2 produits font leur petit bonhomme de chemin au niveau donc, de la zone sahélienne. Alors, les autres États qui ne bougent pas, que font-ils exactement pour aider ces autres États qui travaillent énormément pour justement promouvoir ces filières dont vous parlez? Oui, c'est déjà la consommation et au niveau de ces États, il y a des mesures qui sont prises pour quand même protéger la consommation, telles que l'interdiction par exemple des importations au niveau par exemple de l'oignon. Certains pays tels que le Nigeria sont en train de mettre des dispositions pouvant permettre d'interdire l'importation. Il y a le Sénégal également qui prend des mesures. Le Burkina Faso aussi le fait. Il y a le Tchad
qui également consomment beaucoup parce que, comme je l'ai dit, le Sahel, ce n'est pas que de la production, c'est aussi le potentiel en termes de consommation. Et donc, ces pays-là essaient quand même d'accompagner les 4 autres qui produisent. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio, pour toutes ces explications. On va se donner rendez-vous à la prochaine édition du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis.